2026, nouvelle année, nouvelle recherche d'opportunités. Je vous partageais dans cette vidéo qu'est-ce que moi, à titre personnel, je vais rechercher cette année et pourquoi vraiment je recherche ce type de bien pour me créer des opportunités vraiment favorables financièrement. Dans un premier temps, on attaque tout de suite avec l'offre et la demande. On reprend les bases de l'économie que beaucoup trop de gens n'arrivent pas à comprendre dans l'immobilier et passent à côté d'opportunités essentielles. Qu'est-ce que l'offre dans le marché immobilier? Vous avez un type de bien qui est disponible des types de biens qui sont disponibles sur le marché. Vous avez par exemple dans les petites surfaces, la majorité du temps à moins de 100 000 euros, par exemple dans les grandes villes, vous pouvez retrouver des studios étudiants. Vous avez aussi des petites surfaces qui ne sont pas forcément pour les étudiants. C'est un type de bien. Vous allez retrouver des logements entre 100 et 200 000 euros. Je reparlerai plus tard dans la vidéo des fourchettes de prix, très important. Je ne vais pas l'expliquer tout de suite parce qu'on va se perdre, mais des logements entre 100 et 200 000 euros, c'est logements de monsieur tout le monde, des T1, des T2, ça pourrait être dans certaines villes des petites maisons. Au-delà de 200 000 euros, on va forcément retrouver des grands appartements, ou souvent la majorité du temps, ça va quand même être des belles maisons. Suivant les villes, forcément, ces fourchettes-là vont peut-être évoluer, donc c'est à vous de bien étudier le secteur géographique dans lequel est-ce que vous êtes. Et vous allez retrouver aussi, par exemple, des locaux commerciaux, si on veut que quelqu'un fasse un restaurant, un bar, mais ça peut être aussi un hangar, un entrepôt pour stocker des choses, pour une usine, peu importe, ou des immeubles de rapport. Les deux là, je les mets à côté, je ne mets pas de prix, ça dépend vraiment des villes. Ça donne un petit peu différents types de biens qu'on peut retrouver sur le marché. Et ce qu'il va falloir essayer de comprendre là, à l'aide de cette vidéo, c'est qu'est-ce qui, en ce moment, est offert sur le marché. Qu'est-ce qui ne l'est pas. En face, on a quoi? On a la demande. Donc la demande, c'est quoi? C'est qui achète les biens. Qui achète les biens qui sont proposés dans l'offre. Vous avez des acheteurs de résidence principale. C'est juste des gens qui veulent vivre chez eux, ils ne veulent plus être locataires, ils veulent acheter leur RP. Il y a des gens qui ont un peu plus de moyens, qui vont eux acheter une résidence secondaire pour les vacances, faire je sais pas, du tourisme annuel, on va dire d'une certaine manière. En tout cas, c'est plutôt un logement plaisir. En tout cas, ils ne vont pas chercher de la rentabilité dessus. Vous avez aussi des gens qui vont chercher du locatif. Donc, on peut être juste particulier comme professionnel et faire du locatif. Donc, aller chercher de la rentabilité, un complément de revenus, de retraite et compagnie. Mais aussi les marchands de biens. C'est les gens qui vont acheter des biens ou même juste des terrains pour construire et puis après revendre à la découpe des appartements. Ou des maisons, peu importe, qui sont là exclusivement des professionnels. Oui, moi j'ai déjà fait un flip, par exemple, non, c'est déjà la deuxième fois, en flip en immobilier où j'achète et je revends rapidement, mais c'était pas à titre de professionnel. Voilà, c'est quelque chose qui va être limité dans le temps. Je ne peux pas le faire 10 fois à titre de particulier. Si je veux continuer à faire ce type d'opération-là, il va falloir vraiment que je devienne marchand de biens. Ça vous donne qu'est-ce qu'on trouve sur le marché, qui achète. Et en rentrant dans les détails, on va mettre justement de la granularité pour savoir qui se situe où et à quel moment, en tout cas en ce moment. On continue avec la question que tout le monde se pose en général, c'est quel est le bon moment pour acheter? Pour moi, ce n'est pas du tout une bonne question. Pour moi, en 2026, il y a des choses qu'on peut acheter, il y a des choses qu'il ne faut pas acheter. Et donc en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Par contre, il y a des moments sur le marché immobilier où il y a des décalages entre l'offre et la demande. S'il y a trop d'offres sur le marché d'un certain type de bien avec peu de demandeurs en face, on peut se retrouver dans un cas de figure où il y a des opportunités. Et donc il faut aller analyser le marché. Qui fait quoi en ce moment? On continue avec le bilan 2025. Je vous passe le document très long des notaires. Vous pouvez le consulter si vous le voulez. Je vous ai mis la petite image sous les yeux. Mais vous allez retrouver les grands chiffres dans les grandes lignes, qui fait quoi dans l'immobilier. Ce que je vous partage rapidement, c'est, regardez, 2017, 923 000 transactions, 2025, 921 000. On est sur des années avec des transactions très élevées, presque 1 million. Oui, effectivement, en 2021, on était à 1 200 000 transactions, ou peut-être même 1 300 000. Il y a eu à un moment donné une petite bulle, et là on est plutôt en bas d'une bulle. Ok, 2025, 921 000, 2024, 915, on est dans un creux de marché, sur une situation qui est plutôt stable. On n'est plus réellement en baisse. Depuis 2021 jusqu'à 2024, on baisse. Le nombre de transactions a tendance à diminuer, les taux d'intérêt ont remonté. Dans un moment donné où on peut parler de petit crash de l'immobilier, même si les prix n'ont pas réellement baissé. Quand on regarde les prix de 2024 à 2025, sur l'ancien, il est à peu près stable. Sur le neuf, c'est à peu près pareil. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Là, on est plutôt, si on regarde l'image de juste avant, on n'est ni tout en bas à gauche du graphique, ni tout en haut à droite. On est plutôt dans un des creux entre différentes petites montagnes.
Okay, voire on est peut-être en train de redémarrer le début d'une montagne. On en reparle après par rapport à l'offre et la demande. Donc on est plus sur un bon moment pour acheter que mauvais moment, mais par contre, dans un mauvais moment, c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il faut acheter. On n'achète pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Je continue. En analysant l'année 2025, on voit bien sur ce graphique, du coup, que en 2017, 18, 19, on avait un nombre de prêts accordés qui était très important. Il commençait à réduire 2020, 2021, on commence à avoir de moins en moins de prêts accordés jusqu'en 2024. Janvier 2024, juin 2024, on a à peu près le creux du marché justement. Et depuis, on a un marché qui repart. On a de plus en plus de prêts qui sont accordés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, dû au fait que les taux d'intérêt redescendent en partie, ça laisse la possibilité aux particuliers de nouveau avoir envie d'investir, que ce soit dans une ERP ou autre chose. Et là, on ne parle pas encore des types de biens, on parle juste de les acheteurs reviennent. Okay, il y a de nouveau de l'appétence pour investir dans l'immobilier, peu importe le sous-jacent, peu importe la manière dont on s'y prend. Si vous regardez le deuxième graphique qui est juste dessous, donc avec l'apport personnel moyen en bleu, les revenus moyens en orange et les coûts moyens de l'opération en vert, ce qui est très important à voir sur ce graphique. 2020, 21, 22. En même temps qu'on commence à avoir une dégradation du nombre de prêts accordés. On voyait une augmentation de l'apport personnel moyen. Donc ça peut expliquer plein de choses. Soit pour acheter, les gens devaient faire plus d'efforts, mettre plus d'épargne parce que les banques commençaient à moins prêter. Soit aussi parce qu'à ce moment-là, les acquéreurs avaient plus d'apports, tout simplement. Il faut regarder qui achète. Enfin, ça permet de déterminer qui achète. Avant, en tout cas, entre 17 et 21, entre 17 et 19, on va dire, même allez, 2014-19, on n'avait pas besoin de mettre autant d'apports, donc on va dire que n'importe qui pouvait acheter. À partir de 2021, on commence à avoir besoin de mettre de l'apport sur la table, donc tout le monde ne peut pas acheter. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir plus d'apports qu'avant. Il faut avoir des moyens, il faut avoir de l'épargne, de la sécurité. Le marché était en train de se tendre. Et comme aujourd'hui, on peut le voir, l'apport demandé est de moins en moins important, l'apport personnel versé à chaque acquisition est de moins en moins importante. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent, avec des moyens plus faibles, avoir accès au crédit. Donc on le voit parce que le nombre de crédits augmente, on le voit parce que l'apport personnel versé est moins important. Avec la ligne orange, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les revenus moyens des personnes qui ont acquis des biens a fortement augmenté jusqu'en 2023 et aujourd'hui en train de baisser. Donc on a de nouveau des petits acquéreurs qui reviennent sur le marché. C'est des chiffres qui concordent en fait. Ça montre aussi qu'en 2023, en fait, à un moment donné où les crédits étaient quasiment plus bas, ceux qui achetaient, c'est ceux qui avaient des gros moyens. Et c'est logique en fait, quand on ne peut plus acheter, il n'y a plus que des gens qui ont des sous qui achètent. Le coût moyen de l'opération, il était aussi en nette baisse et il est en train de revenir. Donc on a des gens qui achètent un peu plus cher qu'avant. Et pourtant, le prix de l'immobilier n'a pas augmenté. Je continue avec bilan 2025, dernière étape, et après on peut passer justement à les opportunités de cette année 2026. Le marché immobilier de l'ancien. Le marché immobilier de l'ancien, qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Donc là, c'est Century 21, un des plus gros gestionnaires de transactions et de location. Qu'est-ce qu'ils voient eux? Ils voient qu'on a... qu'est-ce que c'était? Moins de locatifs. Ok, il y a moins de locatifs, moins de résidences secondaires en 2025 que les années précédentes. Par contre, il y a plus d'achats dans les résidences principales. Les investisseurs ne sont pas en train d'acheter autre chose que des résidences principales, en tout cas en termes de nombre, de pourcentage et compagnie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut regarder? Entre nous, moi je l'ai dit tout à l'heure, il faut regarder l'offre et la demande. Donc, qu'est-ce qui se vend mal? Qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas recherché? On vient de le voir juste avant. Qu'est-ce qui n'est pas recherché? Des projets autour des résidences secondaires ou des projets autour du locatif. Les gens achètent des résidences principales. Qu'est-ce qui se vend mal? Est-ce que vous avez aujourd'hui envie d'acheter, que ce soit une résidence principale ou du locatif, des logements avec des DPE qui sont mauvais parce qu'il faut faire des travaux?
pour les rénover. Est-ce que vous voulez acheter des biens qui sont défectueux, dans lesquels il faut faire des immenses travaux? Parce que il y a de l'humidité, il y a de la moisissure sur les murs, il faut changer les fenêtres, l'électricité, faire de la plomberie, il faut tout refaire à zéro. Est-ce que c'est des biens qui vous attirent ou pas? Parce que ça, c'est des biens justement qui vont rebuter la majorité des particuliers. Les gens qui n'ont pas envie de se faire chier, qui ont envie d'acheter une résidence principale, ils ont envie d'être vite chez eux. Ils n'ont pas envie de faire 6 à 12 mois de travaux, et ça se comprend. Ils n'ont pas non plus envie d'acheter un appartement qui est au rez-de-chaussée, où il n'y a pas de lumière, ou dans un étage élevé sans ascenseur, monter leurs courses et faire les escaliers. Les particuliers qui achètent des RP ne veulent pas des biens qui sont dans des extrêmes, dans des logements là où personne n'a envie d'aller. Et forcément, ils achètent des résidences principales, donc ils ne vont pas non plus acheter des locaux commerciaux, ou éventuellement, là, parce que là, il y a des opportunités, hein. Il y a eu pas mal de faillites de petites entreprises en 2025, donc qui laissent des petits bureaux, des petits locaux par exemple. Les particuliers, ils n'achètent pas ça pour les résidences principales. Donc cherchons des catégories sur notre secteur géographique qui ne trouvent pas preneur. Essayez de savoir qui achète ça justement. Donc si vous avez des biens qui rentrent dans ces cas de figure-là, alors ce n'est pas des types de biens, mais l'idée c'est d'aller chercher quel est le défaut du bien. Donc un local commercial, son défaut c'est d'être vide en fait aujourd'hui. C'est de ne pas avoir une entreprise qui paye des murs. Et ça peut forcer un propriétaire à vendre rapidement parce qu'il ne reçoit pas de loyer, parce qu'il est en panique. On continue. Et on peut essayer de se poser la question maintenant, mais quel est le bon moment pour vendre? Est-ce qu'il y a vraiment un bon moment? Pour moi, en fait, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Quel est le bon moment pour acheter? Quel est le bon moment pour vendre? C'est l'inverse, c'est quand la demande est supérieure à l'offre. Donc en ce moment, s'il y a des biens qui ne sont pas demandés, ça veut dire que c'est pas le bon moment de les vendre. Donc c'est peut-être le bon moment de les acheter. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations, dans des cas de figure, ils ne trouvent pas d'acheteurs en face. Ce n'est pas le bon moment pour eux, donc on est plutôt dans des creux de marché, et c'est peut-être là qu'on fait les meilleures négociations. Et plus tard, quand l'offre et la demande va évoluer, quand les taux seront un peu plus bas, quand les investisseurs reviendront avec un peu plus d'épargne et compagnie, eh bien là, tout le monde sera prêt à acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, et vous ferez des bonnes affaires à la vente. Mais il faut l'anticiper. C'est maintenant qu'on achète pour profiter d'une hausse plus tard. Aujourd'hui, si on essaie de regarder qui a du mal à vendre et qui a du mal à vendre quoi? Les vendeurs qui sont en galère, pour moi, c'est des personnes qui veulent vendre des petites surfaces. Parce qu'on l'a vu, personne ne veut faire du locatif. Et entre nous, qui veut acheter une résidence principale? Alors je dis à moins de 100 000 euros. Oui, tout le monde aimerait acheter une résidence principale à moins de 100 000 euros, mais regardez autour de vous, à moins de 100 000 euros, vous avez quoi? Dans les grandes villes, vous avez des 15 mètres carrés. Qui veut acheter une résidence principale à 15 mètres carrés? Personne. Je ne parle pas des biens en campagne à l'autre bout du monde, là où personne ne veut aller, hein, dans la Creuse ou je sais pas quoi. À l'autre bout du monde, c'est en plein milieu de la France, mais c'est à l'autre bout du monde. Qui veut acheter des grandes surfaces? C'est pas qui veut acheter, mais qui peut acheter des grandes surfaces, que ce soit des maisons, des apparts, entre 200 et 500 000 euros? Est-ce que des gens qui ont le SMIC, qui gagnent le SMIC, peuvent acheter ça? Non. Même avec deux personnes qui gagnent 1 500, 2 000 euros, ils vont pouvoir emprunter chacun, allez, 100 000, 150 000 maximum. Donc on va se retrouver sur des projets qui vont osciller entre 100, 250 000 à peu près, avec un peu d'apport, 10% d'apport, 20 000 euros à mettre sur la table. Ça vous donne la fourchette dans laquelle les acheteurs en ce moment se situent. Ils n'achètent pas des biens à 3, 4, 500 000, ou alors ce sera plutôt dédié à des professionnels. Donc, vous voyez où les vendeurs, en tout cas, ne trouvent pas d'acheteurs. L'autre côté, qu'est-ce qui serait les vendeurs faciles, je l'ai plus ou moins exprimé. Ceux qui vendent des biens pour monsieur tout le monde, donc tout ce qui se retrouve dans une fourchette entre 100 et 200 000, peu importe que ce soit un appart, un studio, une maison, tout ce qui se trouve entre 100 et 200 000 trouvera normalement plutôt preneur parce que on voit que les acheteurs de RP sont sur le marché, ils sont présents, donc ils sont en concurrence pour acheter des biens. Comme plus personne n'achète rien, tout le monde achète la même chose. Comme ils sont en concurrence, les négociations sont plus difficiles à faire. Et j'ai mis quoi? Marché professionnel, locaux commerciaux, immeubles. Alors voilà. Au-delà de 500 000 euros, je pense qu'on s'adresse à un cas de figure où il n'y a que des investisseurs, il n'y a plus de particuliers, des investisseurs professionnels, c'est des gens qui ont des gros montants. Je pense que pour eux, c'est plus simple de vendre un bien à 500 à 1 million
parfois que de vendre même une petite surface à 80 000 euros où on n'a personne en face. Parce que à plus de 500 000 euros, j'ai dit on est à des professionnels. Et les professionnels sont sur le marché. Okay, c'est pas Century 21 qui va vous le dire, mais ils sont présents tout le temps, toute l'année. On continue. Quoi acheter en 2026? Pour quasiment clôturer cette vidéo. Quoi acheter en 2026? Moi, j'ai 3 idées très importantes. La première, dans les centres-villes. Parce que tout dépend de votre contexte géographique, où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous avez en face de vous. Si vous êtes à la campagne, dans la Creuse, vous n'allez pas acheter ce que je vais vous expliquer dans le centre-ville. Et j'ai donné des exemples un petit peu pour tout le monde. Et forcément, il y a un des exemples qui ira un petit peu moins bien pour moi. Mais je vous le donne quand même. Centre-ville, pour moi, il y a des bâtiments qui sont anciens, qui sont à rénover. Il y a des bâtiments qui ont des faibles charges. Par exemple, moi j'habite sur Chambéry. On est dans l'ancien, on a des immeubles, c'est un château en fait. Des années 1300, 1400 qui a été construit. C'est en plein centre-ville, c'est difficile de se garer, mais il y a des très très faibles charges. Des bâtiments qui sont en mauvais état, enfin les appartements sont en mauvais état dedans. Là-dedans, c'est très facile d'aller faire des studios étudiants, parce que les étudiants sont proches de la fac, et eux, ça ne les dérange pas de ne pas avoir de place de parking, ils n'ont pas de voiture. Mais par contre, pour une résidence principale, ça ne va pas. Les gens ne veulent pas faire des travaux, ils veulent une place de parking, ils veulent des logements qui sont grands. Donc, tout ce qui a moins de 100 000 euros dans les centres-villes, dans les bâtiments anciens, peut être une opportunité d'achat, justement, aujourd'hui, qu'on revendra plus tard, dans 5 ou dans 10 ans, ou plus, peu importe la manière dont vous le louez. Ça, c'est une première catégorie, je pense, une idée pour 2026 que moi, je suis déjà en train de regarder et que je vais regarder plus en profondeur. Voilà. En plus, c'est des petits budgets, donc c'est beaucoup plus simple à acheter. 100 000 euros d'emprunt, 10 000 euros d'apport, c'est très bien. Et quand je dis 100 000 euros, ça peut être 100 000 euros avec l'enveloppe travaux. Okay, parce que forcément, si vous achetez un bien à 100 000 et vous mettez 30 000 de travaux en plus, on n'est plus sur le même type de bien. Pensez à projet fini. Projet fini. Parce que 130 000 euros, vous allez très vite vous retrouver justement sur des... on est déjà sur des T1, on est déjà sur des logements que peut-être un petit couple ou une personne seule pourrait acheter. Ensuite, je continue avec la périphérie. En périphérie des grandes villes, vous allez retrouver ces fameux immeubles des années 70. Alors attention, il y a quartier social défavorisé, quartier populaire. Visez les quartiers populaires dans lesquels vous avez une classe ouvrière. Vous n'avez pas, je suis désolé, mais des jeunes de quartier qui traînent en bas des immeubles et qui sont plutôt là en train de... ils font leur vie, ils font leur vie, mais en train de donner une image au lieu qui n'est pas forcément bénéfique. Cherchez des copropriétés, justement, on n'a pas cette image-là, et on est plutôt sur une classe ouvrière. Vous allez retrouver des personnes qui sont là depuis 30, 50 ans, qui payent leur logement, qui payent leurs charges et compagnie, et où ça va bien. Moi, j'ai déjà fait plusieurs acquisitions dans ce type d'immeuble, ça se passe très bien. Vous avez parfois des charges un peu plus élevées, mais vous avez des opportunités énormes, et c'est ce dont je vous parle maintenant. Visez des appartements de plus de 70 mètres carrés. Je suis monté à 75, je suis monté à 92 par exemple. 92 mètres carrés, c'est une bonne surface. Il y en a des encore plus grands. Aujourd'hui, c'est des logements qui sont très peu recherchés. Pourquoi? Parce qu'on est sur des projets justement entre 2 et 500 000 suivant les villes. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus grand monde dans ces tranches de prix-là. En plus, si on regarde qui achète quoi, quand on regarde les acheteurs de résidence principale, si vous prenez une personne seule, elle ne va pas acheter un appartement de 70 mètres carrés, de 100 mètres carrés, ça ne lui sert à rien. Si elle a, la personne seule a peut-être juste un enfant, pareil. Si jamais vous avez un jeune couple, pareil, ils ne vont pas rechercher ces surfaces. 70 à 100 mètres carrés, vous allez plutôt retrouver des familles avec des enfants. Mais sur des budgets de 2 à 500 000, moi avec des enfants, je ne vais pas me foutre dans un appartement des années 70. Je vais m'acheter directement une maison, sauf à Paris, bien entendu. Mais en règle générale, à 500 000, vous avez une maison et vous mettez vos 3 enfants dans des belles chambres et vous n'êtes pas dans un immeuble avec une copropriété à gérer. C'est des biens qui sont peu recherché. En plus, années 70, mauvais DPE et compagnie, il y a des travaux à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des étages élevés sans ascenseur. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de ça. Et je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est pareil, dans le centre-ville, les bâtiments anciens sans ascenseur. Vous montez au 6e étage sans ascenseur. Personne ne veut ça en ce moment. Mais quand il y aura le retour de l'offre et qu'il n'y aura plus rien à vendre sur le marché parce que tout le monde voudra acheter des biens, les gens ils achèteront ce qu'il y aura. Et il y aura ce qu'il y aura et ce sera vous les vendeurs en force.
Dans ce type d'immeuble-là, vous pouvez faire des colocations étudiantes si vous êtes proche des facultés, mais vous pouvez aussi faire des colocations de jeunes travailleurs. Moi, aujourd'hui, c'est mon parti pris de faire la colocation jeunes travailleurs dans le sens où, moi, je l'ai vécu, ok, je trouve ça très bien. Les gens restent beaucoup plus longtemps que les étudiants, ils ont un pouvoir d'achat et en plus peuvent avoir des garants. L'étudiant, il a un garant, mais il n'a pas de pouvoir d'achat. Donc si le garant ne paye pas, bref, là vous avez une personne qui paye son loyer et vous avez le garant qui peut aussi venir aider le jeune travailleur. Jeune travailleur, 25, 40 ans, hein, pour ne pas dire 80, moins de 40 ans, vous êtes jeune. Ok. Et vous avez justement en périphérie des grandes villes, même parfois au centre des grandes villes, tout un tas de logements qui sont loués à ce type de personnes qui viennent s'installer dans une ville, trouvent un travail, vont bosser pendant 2-3 ans, et puis vont changer plus tard, quand ils se rencontrent en couple, ou quand ils changent de ville, ou peu importe. Bref, c'est un secteur, enfin c'est un type de bien moi que je connais très bien. Si vous voulez me poser des questions là-dessus, n'hésitez pas en commentaire. Bref, dernière possibilité, vous avez donc des biens à la campagne. Donc moi, la campagne, elle est à 3/4 d'heure, 1 heure. Mais du coup, je peux aussi aller trouver des opportunités. Je reste alerte, mais c'est quelque chose qui me correspond moins. Peut-être vous correspond à vous. À la campagne, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des grosses maisons. Je dis des grosses maisons, souvent c'est des corps de ferme, des grosses maisons familiales, qui sont tellement grandes que ben voilà, 2 grands-parents, si les petits-enfants ne viennent pas, ils ne savent pas comment faire. Et puis une fois que la famille elle a hérité de ça, alors que la famille elle habite en ville, elle n'a plus envie de s'en occuper. Plus personne veut ce type de bien-là, plus personne veut se loger dedans. Et pourtant, dans ces petites villes de campagne, alors on a quand même 5, 10 000, voire plus d'habitants, eh bien on a quand même des gens qui aimeraient bien avoir un petit espace vert, un petit jardin autour de leur maison ou autour de leur appartement dans une maison. L'idée là, c'est d'acheter des grosses maisons, de les diviser, de faire plusieurs logements et puis plus tard de vendre les logements à la découpe. Attention, on est en campagne, c'est des produits qui sont particuliers, essayez de respecter l'espace. Hein, là-bas, on ne va pas faire du studio. Vous allez me faire des T2, des T3 avec la surface. Les T2, il ne faut pas qu'ils fassent 30 mètres carrés, qu'ils soient relativement grands, 40, 50 ou plus. Et là, typiquement, sur ce genre de grosse maison, on peut aussi se retrouver sur des projets entre 200 et 500 000. Et comme j'ai dit depuis tout à l'heure, ben, c'est des projets qui n'attirent pas grand monde. Voilà pour mes idées pour 2026. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos idées. Est-ce que vous allez chercher dans ce type de bien? Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'en ai une spéciale pour vous, pour les débutants. Les erreurs que font 90% des débutants. Le lien dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Val. Ciao!